Bonjour à tous, je suis Warren Bosdam, auditeur de sécurité dans le domaine des télécommunications à l'ANSSI. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la construction de chemins d'attaque par préparation de graphes dans un cluster Kubernetes. Donc, cette présentation a déjà été faite auparavant à Unlock Your Brain à Brest. Donc voilà, les slides sont déjà présentes. Alors, on va commencer par un peu d'histoire, et décrire ce qu'est une fonction réseau dans le domaine des télécommunications. Une fonction réseau, c'est un équipement qui répond à un besoin fonctionnel dans un cœur de réseau mobile, 4G, 5G, 3G, etc. Cette dite fonction réseau qui répond à un besoin fonctionnel comme pourrait l'être un routeur en firewall ou un switch, permet d'effectuer des actions spécifiques. Et donc, par exemple, le HSS, qui est la base des abonnés, euh, contient aussi les clés cryptographiques, notamment qui sont contenues dans les cartes SIM, pour vous permettre de vous authentifier avec vos réseaux, avec vos smartphones sur un réseau mobile. Globalement, ces CNF, enfin plutôt les fonctions réseau, quand elles sont virtualisées, on va les appeler des VNF. Donc c'est actuellement ce qui se fait beaucoup avec tout ce qui est Red Hat, etc., qui dispose déjà de NFV. Maintenant, quand ces fonctions sont réseau sont containerisées, on va les appeler des CNF. Et donc ces CNF, aujourd'hui, euh, représentent dans un cluster K8S 300 à 1000 pods environ, avec plus ou moins 1 à 7 conteneurs à l'intérieur de ces pods. Donc, c'est effectivement une forte cloudification des équipements telco, jusqu'à présent qui n'était pas le cas, et un usage du modèle IT qui devient récurrent avec l'usage de la technologie K8S. Donc généralement, quand je vais en audit, je n'audite pas qu'une seule CNF, j'en audite plusieurs et je suis limité dans le temps, généralement 5 jours. Donc, j'effectue des actions qui sont assez répétitives aussi, et donc il faut qu'on ait très peu à l'ANSSI, réfléchir à une solution qui permet de s'outiller et se faciliter la vie, notamment pour les audits, avant d'arriver là-bas. Donc, c'est une question qui est devenue récurrente pour moi, comment m'outiller, me faciliter la vie durant mes audits. Donc, avant de rentrer dans le gras quand même, je vais vous présenter l'architecture K8S de manière assez simplifiée, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on a tout d'abord un control plane et un data plane. Le data plane va recevoir des instructions du control plane, notamment pour effectuer des opérations sur le data plane. Donc, le control plane, il y a environ 5 composants principaux qui permettent à K8S de fonctionner. On a tout d'abord un TCD, qui est une base de données qui value globalement qui va contenir tous les objets et tout l'état du cluster Kubernetes. Donc, c'est vraiment le cœur du cluster. Si ça tombe, votre cluster il est à terre. On a le scheduler qui permet notamment de déployer les pods sur les nœuds de travail, donc sur le data plane, en fonction de plusieurs critères qui sont les ressources, la charge, etc. On a le contrôleur manager qui va en fait vérifier l'état réel des nœuds versus l'état désiré. Si le cluster à un moment donné ne correspond plus à l'état désiré, le contrôleur manager va faire des requêtes vers le Kube API Server pour justement remettre le cluster à l'état désiré. Et puis on a le Kube API Server qui notamment est exposé aux utilisateurs, qui va permettre notamment d'effectuer des opérations d'administration, par exemple déployer des pods, déployer nos applications, envoyer des instructions au kubelet. Et puis le Cloud Controller Manager qui permet de s'interfacer notamment avec des cloud providers, notamment Scaleway, Google, Amazon, etc. Pour notamment récupérer des objets bien spécifiques comme les load balancers, comme des CRD, Custom Resource Definition, qui vont être appliqués sur le cluster avec des objets spécifiques au cloud provider. Donc, le data plane, quant à lui, il va communiquer avec le control plane via ce qu'on appelle le kubelet. Le kubelet, c'est un composant qui va s'interfacer avec un conteneur runtime pour lui envoyer des instructions qu'il a reçues du control plane. Par exemple, les spécifications des pods. Et ce kubelet, notamment, va démarrer les pods. Il va avoir aussi la lourde tâche d'envoyer ces instructions au conteneur runtime qui va pull les images et exécuter les conteneurs d'un point de vue bas niveau sur Linux. Donc, voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était que l'architecture qualité, on va passer à un audit classique, donc le cluster Kubernetes. Comment ça se passe? Donc on a 4 phases. Une phase de collecte, où on va typiquement collecter la configuration du cluster et son état.
Ensuite, une phase d'analyse où on va regarder les mauvaises configurations et détecter, selon les fichiers collectés, s'il y a des trucs un peu chelous. Et ensuite, après avoir détecté ces mauvaises configurations et ces vulnérabilités, on va les exploiter et on va essayer de se latéraliser dans le cluster pour élever nos privilèges, notamment pour récupérer des infos sensibles ou dumper des processus privilégiés, globalement. Deux de ces phases ont déjà été automatisées avec un outil que j'ai créé en interne qui a un but purement d'exploitation et de post-exploit. Mais en définitive, c'est pas ces deux phases qui sont les plus importantes. Les deux phases qui sont les plus complexes sont les phases de collecte et d'analyse qui prennent 2 à 3 jours, globalement selon la complexité du cluster. Donc, on va s'intéresser maintenant plus en détail aux phases de collecte et d'analyse. Donc, on va utiliser le binaire kubectl qui permet notamment de se connecter à l'API K8s pour récupérer des objets du cluster qui correspondent notamment à nos applications métiers, qui vont être en dessous de nos applications métiers. Globalement, les nodes, les pods, les cluster roles, les role binding, les secrets, etc. Donc, tout ça, c'est des objets K8s qu'on va récupérer au format JSON. Donc ensuite, dans la phase d'analyse, avant toute exploitation, il faut savoir de quel actif de quel actif de moindre privilège on part pour effectuer une escalade de privilèges vers l'actif de plus haut de privilège. Et donc ça va se passer tout d'abord par la collecte de fichiers de configuration, euh, notamment qui est lié au système, au pod. Et dans ces configurations, on va chercher le pattern privilège. Parce que effectivement, un conteneur privilégié est à risque dans un cluster, parce que route dans mon pod égale route sur mon nœud. Effectivement, quand on déploie un pod sur un cluster K8s, ce qui se passe, c'est que le user namespace qui est au sein du conteneur égale le user namespace au sein de l'autre. Donc, là, on se retrouve avec un UID 0. Si on déploie avec un UID 0, c'est exactement la même chose sur l'autre. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux rôles et cluster roles dangereux. Un rôle et un cluster role, ce sont ce qu'on va appeler des RBAC, Role-Based Access Control. Donc, les rôles vont définir les privilèges qu'on va attribuer aux utilisateurs et ils se démarquent sur différents périmètres. Le rôle va s'appliquer sur un namespace. Donc, concrètement, un namespace, c'est un espace logique au sein d'un cluster K8s qui s'applique sur tous les nœuds du cluster. Et les cluster roles vont s'appliquer sur un périmètre global, donc sur des objets aussi qui sont non namespacés, donc que ce soit des nodes, du stockage, etc. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle des service accounts. On va lier ces service accounts à ces rôles et cluster roles à travers des cluster role binding ou des role binding. Donc ces services accounts, en fait, ce sont des identités concrètement. On peut appeler compte de service aussi, hein, des identités qu'on va attribuer à notre application pour pouvoir communiquer avec l'API K8s. Donc, vous le voyez venir, on va chercher tout ce qui est rôle, et cluster role dangereux, service account à privilège. Et ce qui va nous intéresser globalement avec ces cluster roles et rôles dangereux, c'est ceux qui sont capables de lire des secrets dans un cluster Kubernetes, ceux qui sont capables de créer des pods. Donc, il y a 8 manières de créer des pods, notamment replica set, daemon set, etc. Donc, on va s'intéresser vraiment à des rôles et cluster roles qui sont très dangereux. Ensuite, dans un cluster K8s, il faut savoir qu'il y a un réseau overlay qui va fournir des adresses IP dynamiquement au réseau, enfin, va fournir des adresses IP dynamiquement au pod. Et c'est ce qu'on va appeler notamment le réseau des pods, parce qu'en fait, c'est clairement un réseau logique qui se pose au-dessus de votre réseau physique. Donc, imaginons qu'on a un sous-réseau A et un sous-réseau B avec des nœuds qui sont sur ces différents sous-réseaux. Un firewall physique ne pourra pas filtrer ce qu'il y a dans ce réseau logique, tout simplement parce que K8s va utiliser ce qu'on appelle de l'encapsulation, par exemple des tunnels IP-IP ou VXLAN. Et donc, votre firewall, il n'a aucune connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des network policies. Donc, en clair, vous avez un SI à l'intérieur de votre SI. Il faut vraiment faire attention à ça parce que
Si vous prenez une application, par exemple, avec une exécution de commande arbitraire à distance et que vous rentrez dans un cluster K8s, c'est comme si vous vous retrouvez dans un SI classique. Vous pouvez taper votre Nmap et commencer à regarder les services qui sont accessibles et vulnérables au sein de ce réseau logique. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Généralement, c'est des grosses laches les overlays K8s. Donc il y a vraiment, il peut y avoir vraiment pas mal de pods à l'intérieur. Et pour finir, il y a les stratégies de sécurité. Donc, qui peuvent être utilisées par des pods security admission, les Kyverno, les OPA gatekeepers, qui peuvent restreindre et durcir les paramètres des pods de déploiement. Donc, typiquement, j'ai déjà vu en audit, si c'est mal configuré, on peut contourner ces politiques de sécurité, au déploiement notamment. Désolé. On peut contourner ces politiques de sécurité au déploiement et c'est par exemple une politique qui va refuser le montage qui va refuser le montage de volume à la racine de l'hôte dans un pod, mais qui va autoriser le déploiement de pods privilégiés. Donc là, l'attaquant va pas se gêner, il va tout simplement déployer un pod privilégié, essayer de sortir de ce pod privilégié. Là où c'était plus facile avec la racine de l'autre montée dans le conteneur, c'est pas grave. Voilà. Il va l'exploiter quand même. Donc maintenant qu'on a vu la partie collecte et analyse, on constate que dans un petit cluster, ça peut se faire rapidement, mais dans des clusters qui sont plus complexes et plus volumineux, voilà, on commence vraiment à étouffer, à prendre du temps dans le cluster, à patauger. Donc, est-ce qu'on peut transformer la méthodologie de l'auditeur en une vision grande échelle? Et pour répondre à cette question, je vais introduire la matrice des menaces, qui a notamment été réalisée par Microsoft pour les environnements Kubernetes. Et c'est très intéressant parce que ça permet à un auditeur de se focaliser sur des actifs bien spécifiques qui peuvent être utilisés par des attaquants notamment et se baser dessus. Donc là, par exemple, on a différentes tactiques dans cette matrice des menaces, qui sont le kube config file, par exemple, qui va permettre notamment d'accéder à un cluster de manière privilégiée ou non. Ce kube config file contient des certificats et donc contient aussi vos privilèges en tant qu'admin, enfin, utilisateur Kubernetes. L'exposition des interfaces sensibles comme les dashboards K8s, les applications vulnérables, les interfaces d'admin, etc. Donc ça, si vous exposez ça, c'est délicat aussi. L'exec dans le conteneur, par exemple, le privilège exec permet notamment d'exécuter des commandes arbitraires dans un pod, notamment en appelant par exemple le kubectl exec bash, qui permet d'appeler la commande bash au sein du conteneur. Et puis la possibilité de créer de nouveaux conteneurs aussi avec des paramètres bien particuliers, comme le pattern privilege qui peut être appliqué au conteneur, des paramètres sur les capabilities en appliquant des capabilities bien particulières qui permettent de s'échapper du pod. On a aussi les hostpass en fait qui sont des volumes euh, qui sont montés dans les pods et qui permettent d'avoir accès au système de fichiers de l'hôte, que ce soit en écriture ou en lecture en fait, qui peuvent être très problématiques. Les conteneurs privilégiés qu'on a vus précédemment, le cluster admin binding, donc la liaison entre un service compte, donc une identité et cluster admin pour une application qui peut être très problématique. Ça veut dire que on prend l'application et là on a tout le cluster qui est compromis. La possibilité de lister les secrets K8s aussi, ça c'est un comportement par défaut qui existe lorsqu'on déploie par exemple un reverse proxy Nginx avec Helm. On a la possibilité de lister tous les secrets au sein du cluster. Donc ça veut dire que votre reverse proxy est exposé. Si votre reverse proxy a une seule vulnérabilité, tac, votre cluster est à terre parce que vous pouvez récupérer tous les jetons des services accounts qui sont liés à Cluster Admin, qui sont liés à vos différents utilisateurs, à vos différentes applications. Donc, on constate que pour effectuer un audit avec différentes phases, ça peut être très complexe. Il faut faire des croisements entre différents fichiers objets. Il faut ensuite appliquer la matrice des menaces. Donc, ça devient très vite problématique. Donc, il faut trouver une solution et quoi de mieux que les graphes
pour trouver des chemins. Donc, mais qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, c'est quoi? C'est une structure mathématique qui est composée de sommets qui ont des arcs. Donc, pour en construire un, il faut des arcs, des sommets, des successeurs et des prédécesseurs. Dans mon cas, j'utilise des graphes orientés d'un point de vue mathématique. On ne va pas rentrer dans les détails. Je suppose que tout le monde ici a fait des graphes. Donc voilà. Les objets qui sont utilisés, un peu comme tout ça, on en a MemberOf, qui vont montrer les relations, généralement l'appartenance à un service compte à un cluster role binding ou un role binding. Access2 qui va représenter justement l'accès à un pod, à un service compte. Et puis on a différents objets, les nœuds qui sont représentés, en fait, qui sont une représentation mathématique, qui sont en fait au sein de notre base de données, qui sont au sein de notre base de données, donc secret, node, role binding, etc., qui ont quasiment les mêmes noms que nos objets Kubernetes. Et donc SP2 aussi, qui est une relation qui permet de montrer qu'on peut s'échapper globalement d'un pod d'un point de vue système. Donc, comment trouver un chemin? Donc, manuellement. Déjà, il faut définir ce que c'est qu'un chemin. Un chemin, c'est une succession d'étapes pour atteindre des nœuds cluster admin. Et donc, il faut partir du principe que le pod, c'est la plus petite unité du cluster. Et donc, c'est de là qu'on va partir, notamment pour justement élever nos privilèges et aller vers le cluster admin. Donc, il faut tout d'abord identifier les objets qui sont exposés, donc notamment les endpoints réseau, qui sont liés à KUTest, donc les services. Et puis, on va ensuite, via ces services réseau, voir quels pods qui sont rattachés. Donc, et notamment les pods qui s'exécutent sur le data plane, donc nos workers. Donc, l'objet pod, il peut être exploité pour s'échapper vers un nœud et posséder un service compte qui a des privilèges sur l'API. Donc, c'est deux choses intéressantes. Donc, on va appliquer un algorithme. Donc, tout d'abord, on va chercher si le pod a un service compte. Si oui, bon, on va exécuter des actions sur l'API, donc le cube API serveur qu'on a vu précédemment. Sinon, est-ce qu'on peut s'échapper? Sinon, pas de chemin d'attaque, effectivement. Si oui, on va récupérer tous les tokens qui sont présents sur le nœud, sur le data plane. Donc, on a en fait un set de pods qui sont répartis sur le nœud et ces pods peuvent avoir potentiellement un service compte. Donc, comme on est root, on sera en tant que root, on peut aller taper ces processus-là pour récupérer les différents jetons. Donc, à partir de ce moment-là, on va exécuter des actions sur l'API. Là, on va voir si on a de nouveaux privilèges. Sinon, pas de chemin d'attaque, effectivement, malgré tous les jetons qu'on a récupérés. Si oui, est-ce qu'on est cluster admin? Si oui, le cluster est compromis. Sinon, on remonte encore une boucle et on essaie d'exécuter des actions à nouveau sur l'API. Et donc, on va exécuter ce processus de manière un peu comme un for. On va essayer d'exécuter ce processus plusieurs fois pour élever nos privilèges au sein du cluster. Donc, il faut savoir aussi que si le service compte d'un pod n'a pas de privilège, on peut tout de même essayer aussi de s'échapper du pod pour voir s'il est vulnérable. Donc, à partir de ce moment-là, comment on peut représenter un chemin de manière pratique? Donc, et ça, on va le faire par des modèles de chemin. Donc, là, ici, on a un control plane et un data plane, donc un worker et un master. Et on a pris une exécution de commande et on a exécuté bash sur le pod. Donc là, on a un load balancer à côté qui permet de démontrer que le pod a effectivement un service réseau auquel il est attaché. Donc à partir de cette exécution de commande, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que la relation access-to montre que le pod a un accès à un service compte, donc une identité au sein de Kubernetes qui permet de communiquer avec l'API. Donc, dans son système de fichiers, dans /run blablabla Kubernetes, vous allez retrouver un jeton qui permet de vous autoriser sur l'API avec un certain nombre de rôles. Donc, on voit que ce service compte a la possibilité de lire des secrets. Donc là, l'attaquant ne va pas se gêner. Il va aller récupérer le jeton du rôle qui est lié au rôle cluster admin dans le service compte. Donc voilà. Ça, c'est un exemple d'attaque qu'on voit souvent en audit. Donc, des services compte qui ont trop de privilèges. Deuxième type d'attaque, là, qui est plutôt système. Euh, Là, on constate qu'on a pris une exécution de commande sur le pod et on veut s'échapper du pod. Donc là, il y a une relation escape to vers le /proc. En fait, qu'est-ce que c'est que le /proc? C'est en fait
c'est en fait un répertoire qui est monté, c'est le répertoire slash proc de load qui est monté en tant que volume dans le pod, qui permet notamment d'exploiter des fichiers sensibles comme core pattern, en injectant par exemple, en injectant des commandes arbitraires au hasard un reverse shell, qui permet de prendre la main sur l'autre. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a la relation read. Vu qu'on sort en tant que root, on peut aller taper les autres processus et donc le système de fichiers des autres processus et aller récupérer les services compte des autres pods. Et donc, à partir de ce moment-là, on constate que le service compte a la possibilité de créer des pods au sein de l'API K8s. Et donc, on va tout simplement pas se gêner, encore une fois. On va créer un nouveau pod avec un volume qui monte la racine de l'autre, notamment des masters, avec un contexte privilégié, donc root. Donc là, on est capable de modifier complètement le file system. Et là, on a compromis et le cluster d'un point de vue applicatif, donc on est cluster admin, et les masters d'un point de vue système. Donc là, c'est le Graal. Donc, comment on va représenter un chemin en graphe? Donc, on va reconstruire un chemin à partir de cluster admin. Donc là, on a un service qui s'appelle Secret SVC en rose qui montre qu'il a un accès réseau vers Pod Secret Demo. Pod Secret Demo qui est en fait un pod. On voit la relation access to vers Tor, Tor qui est un service compte, donc une identité au sein du cluster Kubernetes, et qui est membre du cluster role binding Pod Cluster Read Secrets, qui a lui-même le droit de lire des secrets au sein du cluster et donc est capable de lire le secret Odin. Odin, qui est lui-même membre du role Grantor Binding, qui est capable de lier des privilèges au sein du cluster. Donc lier un rôle à un service compte ou un cluster role à un service compte. Et donc, on peut lier typiquement le rôle cluster admin ou le cluster role cluster admin à Tor, donc à notre identité et devenir cluster admin. Donc, on va maintenant introduire Osaka, donc, qui est globalement l'automatisation de toute cette logique manuelle, en fait. Donc, Osaka, c'est un outil, alors je veux dire, Osaka, outil de sécurité des architectures Kubernetes avancées. C'est un outil qui a été créé en Python, notamment pour rechercher des chemins d'attaque complexes dans un cluster Kubernetes. Donc, des clusters qui sont très volumineux, qui ont beaucoup de pods, et fournir des statistiques pour que ce soit exhaustif pour les auditeurs. Donc, on va identifier les points sensibles du cluster et se concentrer plutôt sur les tests de sécurité métier à partir de ce moment-là. Parce que moi, je fais de la telco et donc je ne peux pas passer 2, 3 jours à faire du K8S sans faire de tests de sécurité telco. Donc, il fallait trouver une solution rapide, efficace pour avoir une approche automatisée. Donc, les étapes de collecte et d'analyse qu'on avait vues précédemment, qui n'étaient pas automatisées, qui sont les deux plus grosses étapes en fait dans notre méthodologie, sont actuellement automatisées avec Osaka. Donc, on a toute la chaîne donc d'analyse, de collecte, d'exploitation, de post-exploitation qui sont maintenant automatisées. Donc là, typiquement, on est capable, avec les statistiques au sein d'Osaka, de trouver les pods qui sont privilégiés, notamment le nombre de pods privilégiés, donc le pourcentage, le nombre de services comptes à privilège, les membres directs de cluster admin, les membres cachés de cluster admin aussi, et les points de montage sensibles au sein du cluster. Donc la logique, en fait, normalement nous imposerait de monter vers les pods, vers cluster admin. Donc c'est ce qu'on faisait auparavant. Là, on prend le problème dans l'autre sens. Ça veut dire que Osaka a déjà les objets et il a déjà taillé les objets qui sont vulnérables. Donc on va partir dans l'autre sens. On va reconstruire les chemins depuis les actifs de plus haut privilège. Et donc ça, c'est beaucoup plus rapide parce que ça permet d'avoir une descente, de descendre sur des actifs de moindre privilège et ne pas faire de boucle pour chercher les actifs de plus haut privilège. Donc là, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et donc, ça permet d'identifier aussi les tactiques possibles sur un objet en avance. Donc, les objets vulnérables sont déjà tagués dans la BDD et on a déjà connaissance de ceci. Donc, c'est pas la peine de rechercher des chemins comme on le ferait à la main. Donc, Osaka est composé de 4 microservices. Un loader qui va permettre de charger la configuration dans une base de données. La base de données qui permet notamment
de trouver les différentes configurations, d'appliquer des relations sur les objets, etc. L'éditeur qui permet d'éditer les différents dashboards qui sont présents au sein de Osaka. Et puis le visualiseur qui est vraiment en lecture seule, qui permet de visualiser les graphes qui sont déjà présents dans l'outil. Donc l'utilisateur va charger la conf au sein du loader via une interface web. Le loader va se charger de créer des objets et des relations dans la base de données. Cette base de données, justement, va permettre de stocker ces objets et ces relations. À la suite, l'utilisateur va effectuer une requête sur le visualiseur qui va déclencher des requêtes Cypher, notamment qui est le langage utilisé pour parler avec la base de données, pour créer des graphes. Après avoir déclenché cette requête et avoir manipulé les données dans la base de données, le visualiseur va retourner la représentation des graphes en mode web. Donc, voilà. Donc, la base de données Neo4j et non relationnelle, ça a pour modèle de données les graphes et Cypher est notamment utilisé comme langage de requête pour manipuler les données euh, des clusters K8S. Donc, les sommets sont représentés par des nœuds et les arcs par des relations. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Osaka va consommer des fichiers zip qui vont contenir la configuration du cluster, qui va contenir les différents états du cluster dans la fonction upload file, qui se situe dans app.py. Et donc, cette fonction upload file, après avoir consommé le zip, va appeler la fonction data qui va s'occuper avec Role Checker de détecter une palanquée de permissions dangereuses et va provisionner ensuite les objets dans la base de données après avoir tagué les objets vulnérables. Donc, ensuite, UploadFile va ensuite appeler Link Object et Link Privilege Airbag, en fait, qui sont destinés à lier les différents objets entre eux, lier les différentes relations entre eux. Par exemple, dire voici tel chemin pour atteindre l'objectif à partir de tel objet dans la base de données. Donc ici, on a un cluster role qui est en fait un exemple de fichier JSON, un exemple de fichier JSON qu'on récupère notamment dans les données collectées. Donc ici, on a les différentes métadonnées globalement avec des clés. On peut constater dans la clé rule des API rule, des ressources et des verbes. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans ressources, on a l'élément secret et dans verbe, on a l'élément étoile. Et donc, on peut constater qu'en fait, sur l'élément secret, à partir de ce cluster-là, on a tous les droits. Donc, un peu comme sudo, quand vous mettez une étoile, vous avez tout. Donc, la fonction role checker va faire la chasse au rôle et cluster role à risque. Donc, les 8 manières de créer des pods, la lecture des secrets de tout le cluster ou d'un namespace spécifique, l'exécution de commandes dans les pods, la création de role binding et de cluster role binding. Et ici, par exemple, on a l'exemple de détection de privilèges pod exec dans les rôles et cluster role. Par exemple, ici, si on détecte le pattern pod exec dans les ressources et create dans les verbes, ben là, on peut dire que c'est vulnérable parce qu'on a une exécution de commande arbitraire dans le pod. On va retourner un privilège à risque. Donc, le jeton de service compte, en fait, c'est très important. Pourquoi? C'est que lui qu'on va récupérer au sein des secrets K8S. On pourrait très bien récupérer des clés SSH et des clés privées, etc. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce que c'est vraiment focalisé sur de l'applicatif K8S. Et ça permet notamment de décharger la base de données, ne pas charger tous les secrets dans la base de données. Donc, on va uniquement s'occuper de récupérer des services comptes, des jetons de service compte, notamment dans les secrets K8S. Ça permet aussi de trouver des chemins opportunistes, notamment à l'aide des tactiques qu'on a vues précédemment dans la matrice des menaces. Par exemple, lister des secrets, créer des pods vulnérables. Donc,
Le Sakai Editor permet notamment de créer de nouveaux dashboards. Et qui dit créer de nouveaux dashboards dit flexibilité et dit je peux injecter mes propres scénarios de menace. Donc ça, vous avez la possibilité d'injecter vos propres scénarios de menace au sein de Osaka. Et c'est vraiment possible si vous maîtrisez bien K8S, il n'y a aucun problème à ça. Donc, j'ai pas utilisé j'ai pas développé de front de mon côté. J'ai essayé pendant 2 jours, mais c'était super compliqué. Je maîtrise clairement pas le front et j'ai pas de formation pour, donc j'ai abandonné. J'ai utilisé NeoDash. Donc voilà, comme vous pouvez le voir précédemment, c'est quelque chose qui est assez propre. Donc j'ai pas eu à développer moi-même des choses pour le front en tout cas. Donc Osaka a été amélioré avec le temps. Donc là, on va voir ce qui a été fait euh, comme processus pour améliorer l'outil pendant quasiment une année lors de mes expériences de DIT. Donc, alors, déjà, trop de chemin, tue le chemin. Donc, je me suis retrouvé dans un contexte de POC, en fait, ça se lit très bien parce qu'on prend 3, 4 ou 5 pods. Donc là, on peut lire très bien les graphes, mais on se retrouve avec des configurations qui sont très volumineuses, des configurations qui sont très complexes. On se retrouve avec des pods, enfin un nombre de graphes qui sont très volumineux et on commence à plus lire grand-chose. Donc là, je me suis posé la question de qu'est-ce qui pourrait m'aider. Et effectivement, l'algorithme de Dijkstra, qui est notamment utilisé en réseau, permet notamment de trouver le plus court chemin. Une question qui restait en suspens, c'est que est-ce que je devais implémenter l'algo moi-même? Eh ben, effectivement, non. Pour mon plus grand bonheur, il y avait deux fonctions intéressantes qui étaient shortest path et all shortest path, qui permettaient de trouver notamment les plus courts chemins au sein de graphes. Donc là, on va prendre l'exemple de code qui permet de trouver tous les pods qui sont vulnérables d'un point de vue système qui permettent d'atteindre cluster admin. Donc là, on va tout d'abord chercher les nœuds de type worker. Pourquoi? Parce que les nœuds de type worker vont porter toutes nos applications métiers, dont des applications métiers qui sont vulnérables et exposées. Ensuite, on va chercher les cluster all binding et les nodes qui sont attachés à cluster admin. Et le nombre 1 que vous voyez ici, en fait, représente la distance maximale qu'on souhaite d'un nœud à un autre, parce qu'on pourrait très bien avoir n sous entre cluster all binding et les nodes et les cluster all binding et cluster admin. Donc, on va chercher vraiment à éviter d'avoir n saut entre ces différents objets, comme on pourrait l'avoir en réseau, par exemple. Et donc ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va récupérer tous les chemins qui sont liés à... on va récupérer tous les chemins des cluster all binding et nodes vers cluster admin, donc qui sont directement rattachés. Après ça, on va chercher tous les nœuds qui sont attachés au cluster all binding et aux différents nœuds. Et puis ensuite, le plus court chemin entre les pods et les différents nœuds. Cette condition est très importante, le where P escape2n, parce que comme on l'a vu précédemment, la relation escape2 permet de dire que ce pod est vulnérable d'un point de vue système et dire je peux m'échapper de celui-ci. Et donc là, on va chercher tous les pods qui sont vulnérables d'un point de vue système uniquement, et qui peuvent s'échapper vers le nœud. Puis on va afficher ensuite les différents chemins que nous avons récoltés. Donc, pour améliorer la lisibilité dans Osaka, j'ai quand même fait une pull request dans NeoDash pour pouvoir, lors du survol du chemin, mettre de la surbrillance. C'est une fonction qui est déjà présente dans Bluedown. C'est top, ça permet vraiment de correctement lire son graphe. Quand on a beaucoup de branches. Et si vous êtes bon en front, n'hésitez pas à venir contribuer parce que de mon côté, je suis nul dans ça et voilà. Donc, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipements 5G de pré-prod sont vraiment de bons bacs à sable parce qu'ils sont très complexes, ils ont énormément de configurations. Donc, c'est agréable pour obtenir des faux positifs. Donc, durant les audits, les chemins ont été exploités notamment pour s'assurer de la pertinence des éléments retournés.
Donc, au fur et à mesure, je fixais le code sur les différentes problématiques que j'ai eues. Mais il faut prendre en compte aussi les évolutions du produit. Kubernetes évolue très vite et donc on peut avoir aussi des faux positifs, donc plutôt des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on a des chemins qui n'apparaissent pas. Donc typiquement, je vais prendre l'exemple des secrets, enfin plutôt des services comptes qui ne stockent plus leurs jetons, donc les JWT tokens qui servent d'autorisation vers l'API serveur, ils sont plus stockés par défaut dans les secrets K8S. En fait, ils sont stockés dans des projected volumes. Donc, ce qui fait qu'il faut suivre vraiment les release notes pour pas avoir de mauvaises surprises en audit, ou même en tant qu'expert en sécurité, pour se penser sécurisé, mais au final, on a un trou dans la raquette, en fait. Faut vraiment suivre ce produit vraiment bien parce qu'il évolue très vite. Donc là, on va passer à une petite démo. Euh, donc tout d'abord, on va partir du postulat qu'on a un accès à un pod qui a un service compte avec le droit de lire tous les secrets du namespace. Donc ensuite, on va faire la lecture de tous les secrets du namespace et récupérer un token. L'utilisation du token pour s'attribuer des privilèges cluster admin et puis compromettre le contrôle plane. Ça, c'est le chemin qu'on avait vu auparavant, au tout début de la présentation et qu'on va maintenant exploiter. Donc là, je vous montre un peu à quoi ressemble. Ça ne s'aide pas. Et tu en parles. Voilà. Donc, du coup, c'est ici qu'on peut upload notre fameux fichier JSON. Donc, en fait, il y a un gros, enfin, on va charger un fichier zip qui contient plein de fichiers JSON, en fait, compte, et qui représente tous les objets du cluster. Donc, je ne vais pas le charger en live parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps, dépendamment de la configuration du cluster. Mais là, du coup, on a un chemin. Là, on n'a pas de secret démo qui a access to et c'est ce qu'on a vu précédemment. Et c'est exactement le chemin qu'on va exploiter. Donc, on va partir de pod secret démo. Donc, on constate que pod secret démo, je sais pas si vous voyez. Pod secret démo, tout simplement une application Nginx euh, qui se situe sur le node démo, unlock, etc. Et dans le namespace default. Donc là, je vais prendre tac. kubectl, là on part du principe qu'on a une exécution de commande arbitraire. J'ai pas fait une exécution de commande à partir d'une RCE ou quoi que ce soit parce que j'avais la flemme de développer. Donc on va partir du principe qu'on fait un exec. Donc là, on va tenter de faire kubectl getPod. Donc là, on constate qu'on n'a pas les droits, on n'a pas de privilège, on a. Voilà. Mais par contre, ça c'est un outil que j'ai créé en interne. Par contre, on constate ici qu'on a un service account. Un service account qui s'appelle Tor. Hop. Un service compte qui s'appelle Tor, on voit son JWT token ici, il se situe dans le namespace default. Donc, voilà. Donc là, on va potentiellement récupérer Tor et on voit que Tor est capable de lire tous les secrets du cluster. Donc list secrets, all secrets. Donc voilà, on voit ici son petit JSON, son petit airbag JSON, et donc là on voit secret étoile. Donc là on constate on a quasi tous les droits sur secret, c'est que c'est un cluster role. Ce qui est encore plus problématique, l'erreur qu'on fait, on applique un périmètre global au lieu d'appliquer un périmètre au namespace typiquement. Donc là, vu qu'on est capable de lire tous les secrets du cluster, on peut faire un exploit airbag directement. Donc là, l'outil a listé tous les secrets des différents namespaces, y compris du namespace default. Et dans le namespace default, on récupère Lucifer, Odin et Tor. Donc Tor qui est notre secret à nous, de base. Donc là, on va tout simplement faire un cdtmp, namespace, et là, on va faire un cat default. Et donc là, on récupère
différents JWT tokens. Si j'étais dans un audit classique en manuel, j'aurais pu tester tous ces JWT tokens. Mais imaginez-vous, là, il y en a trois. Ah, des fois, j'en ai 15, des fois, j'en ai 16. Donc, imaginez ça à la mano. Des fois, vous pouvez tomber sur des faux chemins, sur des chemins qui ne sont pas du tout exploitables. Au final, avec Osaka, on sait directement qu'il faut récupérer Odin. Odin qui est ici et qui permet notamment de lier des role binding, en fait, de lier des rôles à des services comptes, de lier des cluster roles à des services comptes, donc à une identité au final, et donc à devenir cluster admin. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer Odin. Faire un exploit airback, tirer token, et on va lui mettre le token. Ah, attendez, là, on constate qu'on est devenu cluster admin en utilisant les permissions cluster role binding. Donc en définitive, là, on a lié notre service account à un rôle, plutôt un cluster role, cluster admin. Parce qu'on avait le privilège avec Odin de lier des services accounts. Et ça, c'est quelque chose qui est typique dans un audit K8S. Donc là, si je refais pour un kubectl getpod-grand A, là, j'ai les privilèges de lister tous les pods du cluster et faire toute autre chose. Si on veut aller plus loin, on peut refaire un exploit back. Si on veut compromettre complètement le control plane, par exemple, d'un point de vue système, on refait un exploit back et là, on va recevoir des reverse shells de l'outil qui va déployer différents pods sur les différents nœuds du cluster pour récupérer ensuite une session TCP. Donc là, typiquement, on va faire un session get-i4, par exemple. Ici, c'est pas un master. Pas un master non plus. Master non plus. Voilà. Donc là, on a un master. Donc on peut faire un cat ansi ATC Shadow. Là, on a les privilèges sur Shadow. On fait un cat ansi slash ATC, ATC hostname. Et là, on voit qu'on a bien un master. Ce qu'on peut faire en plus, c'est récupérer le fichier kubeconfig qui est sur les masters pour obtenir quasiment la totalité des privilèges, mais on les a déjà. Donc on peut le faire quand même, slash ansi etc kubernetes admin.conf. Et là, slash ansi user bin kubectl get voilà. Donc là, on récupère clairement le système de fichiers du master. On est capable vraiment d'effectuer des actions sur le master et on l'a complètement compromis en fait. Donc là, et d'un point de vue système et d'un point de vue applicatif Kubernetes, le cluster est compromis.
Si vous voulez voir globalement à quoi ressemblent les différents graphes, ici par exemple on a le visualiseur et on peut avoir une tête comme ça par exemple pour les graphes. Donc ici on a Pod Wall Grantor qui a accès à Odin. Bon, on a aussi typiquement PodSocket Demo, PodSocket Demo qui lui est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il dispose, attendez, tac tac tac, je vais le prendre lui. Voilà, socket démo qui lui est vulnérable parce que il expose un hostpass a slash varrun qui contient une socket Unix globalement qui est liée à conteneur D ou Docker qui va permettre de manipuler cette socket en HTTP pour créer un conteneur, par exemple. Et c'est très dangereux de mettre des sockets au sein de son cluster Kubernetes parce que si un attaquant il exploite ça, cette socket-là, en fait vous le verrez même pas. Vous verrez même pas le conteneur au sein de K8s parce que ce sera directement déployé au sein du conteneur runtime et pas une demande qui est faite du côté kubelet. Donc en clair, vous pouvez backdoorer un cluster comme ça et ce sera pas visible. Voilà. On va passer à la conclusion. Donc, ce qui est bien avec Osaka, c'est que ça permet d'identifier un nombre incalculable de chemins. Donc, c'est très intéressant. Ça permet, notamment d'un point de vue sécu, d'identifier ces chemins. Donc, supprimer les chemins, auquel cas en appliquant des mesures de durcissement d'un point de vue système et réseau. Et si on ne peut pas supprimer ces chemins, on peut quand même les monitorer. Donc, on sait où l'attaquant va passer, on sait ce qu'il va vouloir faire, donc on a une amélioration rapide du niveau de sécurité. Ça convient aussi bien aux attentes d'un auditeur qu'à ceux d'un expert en sécurité, effectivement. Vous pouvez clairement préparer un audit avec Osaka ou, par exemple, le mettre chez vous en interne, les différents schémas d'attaque avec un cluster que vous avez mis en place, typiquement. Donc, pour les différents outils que j'ai cités, c'est Cluster API et VMware Vesphere, notamment pour déployer de manière automatisée les différents clusters. Donc, ça permet notamment d'avoir des clusters avec des configurations complètement différentes et me faciliter la tâche et mes environnements vulnérables. C'est pas correctement documenté, mais c'est super efficace. Si vous voulez créer des clusters de manière automatisée, c'est vraiment top, quoi. Et puis, Osaka est maintenant open source depuis environ 5 ou 6 mois et il est sur le guide de l'agence. Donc, la communauté peut y contribuer. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Recruit. Voilà. Et vous pouvez retrouver mes réseaux YouTube et Twitter. Merci, Warren. Voilà.